De nouvelles manifestations contre la force de l'EAC ce lundi à Goma. La population du Nord Kivu reproche à la force régionale d'être en complicité avec le M23 soutenu par le Rwanda. Attaque d'un hélicoptère de la MONUSCO. Le gouvernement congolais qui condamne cet acte réitère son appel pressant au Conseil de sécurité pour prendre des sanctions immédiates contre le M23 et leurs alliés rwandais. Séisme en Asie, le bilan toujours provisoire s'est accentué et dépasse les 2300 morts en Turquie et en Syrie. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, début ce lundi à Goma d'une série de manifestations pour dire non à la présence de la force de l'EAC. La population du Nord Kivu reproche à la force régionale d'être en complicité avec le M23 soutenu par le Rwanda. Toutes les artères principales, les routes secondaires ont été barricadées. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, appelle la population au calme et à la retenue. Le rapport de services spécialisés en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et des barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risque d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter l'assistance à nos compatriotes déplacés dans des camps. Enfin, je rassure à toutes et à tous que vos revendications ont été belles et bien entendues. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et du renseignement séjourne à Goma, au Nord Kivu, en mission d'inspection. Ishala Ngonza Induru est accompagné de plusieurs autres autorités militaires. Il a mobilisé tous les militaires au front de Kingi et Massissi pour tenir ferme dans la sécurisation aux alentours de Goma et autres contrées environnantes. C'est après les violents affrontements entre les FARDC et la coalition M23 RDF dans les territoires des Massissi que le chef d'état-major général chargé des opérations et du renseignement s'est rendu à Kingi. Sur cette dernière ligne de front où sont alignés les FARDC, le général-major Jacques Ishali Gonza a donné les fermes instructions sur la protection des Goma, chef-lieu du Nord Kivu et ses environs. Le colonel Guillaume Njike Kaiko parlait plutôt d'un nouvel appel au dur labeur pour désillusionner la force du mal. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint, chargé des opérations et renseignements, le général-major Tchadi Gonza, qui s'est fait accompagner, n'est-ce pas, sur la ligne de front du commandant 3e zone de défense. Donc il est question pour lui de s'imprégner, n'est-ce pas, de la réalité sur la ligne de front pour que finalement il puisse donner des directives opérationnelles de manière à ce que les forces armées de la République démocratique du Congo se mettent au travail et qu'ils puissent repousser l'ennemi qui se trouve être l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. L'ennemi rwandais et son bras, le M23, ne veut respecter aucun appel au cessez-le-feu. La meilleure leçon des FARDC, c'est seule la poursuite de l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement.
Je l'annonçais au sommaire dans un communiqué publié ce lundi. Le gouvernement congolais a condamné l'attaque d'un hélicoptère de la mission onusienne perpétrée dimanche par les terroristes du M23. L'attaque a coûté la vie à un casque bleu pour Kinshasa. Cette attaque est une stratégie délibérée de porter atteinte au casque bleu des Nations Unies. Le gouvernement dit réitérer son appel pressant au Conseil de sécurité pour prendre des sanctions immédiates contre le M23 et leurs alliés rwandais pour que ces crimes de guerre répétitifs contre le personnel de la MONUSCO et la population congolaise s'arrêtent. Dans l'actualité également, condamné à 1 mois de prison pour avoir refusé de comparaître devant la justice dans l'affaire de détournement à la Société nationale d'électricité, Fabrice Loussende, DG de la SNEL, s'est finalement présenté à la prison ce lundi et a été isolé par le procureur parce qu'étant en situation de condamné, c'est ce en attendant qu'il comparaisse devant la Cour. L'information est révélée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice. On écoute Georges Kapiamba, président de la CAJ. Non, nous n'avons pas connaissance d'un quelconque détournement de 48 millions de dollars. Nous savons par contre que depuis plus de 2 mois, le parquet général a déjà mis à la disposition de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe 3 anciens responsables ou 3 responsables de la SNEL, dont l'ancien directeur général, M. Kayombo, ainsi que 2 autres directeurs pour des faits présumés de détournement de fonds de la SNEL. Mais en ce qui concerne l'actuel directeur général, je sais qu'il avait reçu l'invitation de la part de la Cour pour aller l'éclairer sur un certain nombre d'éléments du dossier. Il ne s'était pas présenté. Et donc, il y a au moins 10 jours que la Cour avait rendu une décision le condamnant à la prison ferme d'1 mois comme témoin défaillant. Et aujourd'hui, j'ai appris de mes collaborateurs qui sont à la prison qu'il s'est finalement présenté. Il a été d'abord isolé par le procureur parce que considérant qu'il était en situation de condamné, en attendant qu'il soit présenté devant la Cour pour défendre ses excuses en vue d'obtenir le rabattement de la condamnation. Le dossier est encore en cours. Non, il n'y a pas un quelconque dossier de présumé détournement de 48 millions en dehors des faits de détournement qui sont mis à la charge de 3 responsables de la SNEL qui est en cours et pour lesquels l'actuel directeur général était invité comme témoin. Il n'y a pas un autre cas de détournement de 48 millions à notre connaissance. Et puis le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji, a lancé ce lundi l'atelier sur la rationalisation des dépenses liées à la consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et ayant droit. Ces travaux de 3 jours entrent dans le cadre de l'assainissement des dépenses publiques de l'État, étant donné que la consommation d'eau et d'électricité par l'État représente un enjeu majeur pour le bien-être de la population. Selon le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, les dépenses liées à la consommation d'eau et d'électricité des institutions officielles et des ayants droit représentent une part assez importante des charges communes qui exigent une maîtrise pour sauvegarder les ressources publiques et assurer l'efficience des sociétés prestataires pour le bien-être de la population. Pour les gestionnaires du budget de l'État, il est donc impérieux de rationaliser ces dépenses. La rationalisation des dépenses publiques liées aux charges communes d'eau et d'électricité est une réforme stratégique qui devra permettre au gouvernement de réaliser simultanément plusieurs objectifs, dont notamment 1. L'amélioration de la situation budgétaire de l'État et de la qualité des dépenses publiques. 2. La réduction du train de vie de l'État et la réalisation des économies budgétaires susceptibles d'améliorer les dépenses sociales et les dépenses d'investissement. Et 3. La contribution à l'amélioration du fonctionnement de la Régie des eaux et de la SNEL, dont le gain d'efficacité se traduira par l'amélioration de la desserte en eau et en électricité,
pour soutenir la croissance économique et ainsi favoriser l'amélioration du bien-être de nos populations. Par ailleurs, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a précisé que la rationalisation des dépenses publiques est l'un des principaux axes de l'action gouvernementale destinée à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'où la tenue de cet atelier. Pour le secrétaire général au budget, il était plus que jamais temps de Et puis 21 ans après son existence, le CEC a lancé son premier forum technique. La nouvelle équipe dirigeante de l'autorité de certification administrative et technique des substances minérales a l'intention de rendre conformes aux règles d'usage les pratiques du travail. Dans les différentes antennes, l'activité s'est déroulée à l'immeuble Panda en face du Palais du Peuple. Gaëtan Koubabouranzi signe ce reportage. La première édition du forum technique du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification a été lancée ce jour par le directeur général de l'entreprise, Freddy Mwamba. La rencontre à la fois technique et pratique a pour but d'uniformiser les procédures qui conduisent à la certification des substances minérales. Pour ce faire, toutes les entités territoriales de l'entreprise ont été invitées à Kinshasa. Il s'agit pour le premier jour des antennes et directions provinciales du Kasaï oriental, du Kasaï, de Kananga, de Tembo, du Congo central et de Chopo. Le CEC s'est inscrit dans un programme d'implémentation des laboratoires pour permettre à la République d'avoir les teneurs réels de minerais qui sont en exportation. Mais cela ne devait pas se faire sans la formation, sans pouvoir permettre aux techniciens qui utilisent ce matériel de se retrouver ensemble pour identifier les points forts et les points faibles des systèmes qui existent jusqu'aujourd'hui. À la longue, il sera question pour le CEC d'installer des laboratoires et d'intensifier les actions de lutte contre la fraude minière. Aujourd'hui, revêtu de la tunique d'autorité de certification, le CEC a plus que jamais besoin d'un personnel rodé, dévoué dans l'accomplissement de ses missions, notamment en vue d'une prise en charge satisfaisante des laboratoires d'analyse chimique dont l'installation est en cours. Ouvert ce lundi, le forum est supposé se clôturer le vendredi à Kinshasa. Le CEC encadre à ce jour 5 filières, le diamant, l'or, le 3T, la filière cupro-cobaltifère, le pierre de couleur et les terres rares. Et le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé est à la tête d'une délégation à African Forum Mining Indaba, un rendez-vous du donner et du recevoir et qui y est une occasion à la fois de faire valoir la loi sur la sous-traitance en RDC. C'est ce lundi 6 février 2023 que le plus grand forum international autour des mines a ouvert ses portes ici en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town. Nous sommes ici au CTLCC qui abrite ses assises internationales. La République démocratique du Congo a été représentée à cette journée d'ouverture par sa ministre nationale des Mines, Antoinette Samba, et plusieurs autorités, parmi lesquelles le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, l'honorable Miguel Katem Kachal, qui est à la tête d'une grande délégation afin justement de rencontrer les responsables des sociétés, des multinationales. L'impact, c'est d'abord le réseautage avec les autres pays du monde, notamment les pays africains. Rappelez-vous, nous sommes maintenant dans une zone continentale d'échange libre entre pays africains. Il est temps qu'on puisse partager nos expériences. L'ARSP participe aussi avec les déplacements du DG Miguel Katem Kachal. On estime que c'est aussi une ouverture pour la sous-traitance en RDC. C'est une ouverture et j'en profite pour saluer le DG de l'ARSP. Il a été un des sponsors aussi d'ailleurs de la Chambre des mines qui se retrouve à ses assises d'Indaba parce qu'il croit en la sous-traitance, parce qu'il croit dans le fait de mettre les intelligences et les forces ensemble pour qu'on voit une émergence d'une vraie classe d'entrepreneurs congolais. C'est une très bonne chose. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu aussi demain mardi à ses assises. Comment stabiliser et sécuriser les investissements miniers en Afrique pour que les populations en profitent? C'est l'objet du Forum Mining Indaba 2023 qui s'est ouvert ce matin au Cape Town, en Afrique du Sud. Comme chaque année, la RDC participe activement et le Haut-Katanga est représenté par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Reportage Jean-Paul Kimouni.
Nous sommes ici pour bâtir des nations fortes, pour élaborer ensemble un calendrier qui fait avancer l'Afrique par ses gisements miniers. Voilà quelques extraits des différents mots prononcés à l'ouverture de l'édition 2023 du Mining Indaba. D'abord, le maire de la ville de Cape Town qui accueille l'événement. Ensuite, des ministres et vice-ministres de l'énergie et des ressources minérales des gouvernements de l'Afrique du Sud, des États-Unis et d'Arabie Saoudite. Pour cette année, les organisateurs du plus grand forum mondial sur les mines savent qu'il est désormais question de décadenasser les investissements dans les mines africaines. Pour y arriver, il faut stabiliser et sécuriser. Voilà la thématique qui met l'accent sur ces fondamentaux de la réussite des investissements miniers. Puisque le monde ne peut pas parler des mines sans la RDC, comme chaque année, le pays de Lumumba est présent. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ici demain mardi. Ce matin, dans la salle, il y avait la ministre nationale de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, et sa collègue du Lualaba, Fifi Masuka Saini, les ministres provinciaux des Mines, Georges Mawine, et des infrastructures Eric Sakuyema, ainsi que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, Miguel Katem Kachal. Sur le tapis également, la transition énergétique par l'hydrogène vert. La direction provinciale de l'ARCP dans le Haut-Touélé est engagée dans la mise en application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Pour ce faire, une réunion d'évaluation a eu lieu le week-end dernier à Isiro entre cette structure de l'État et la société Kibali. Au cours de cet entretien entre Kibali et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ici à la direction provinciale de cette dernière, les deux parties passent en revue la loi numéro 17/001 du mi-février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, l'acte fondateur de l'ARSP, cheval de bataille du chef de l'État dans sa lutte contre la pauvreté. Il a été question d'échanger avec la société Kibali sur les activités qu'il déploie à Doko, qui est son site d'intervention par rapport à la sous-traitance dans les secteurs privés, dont l'ARSP a la charge de réguler. Après être invité par le directeur général Sama Nommé, il a été question de nous donner des orientations à suivre. Et quant à ça, la suite logique pour moi, c'était d'inviter la société Kibali, échanger dans ce sens, voir dans quelle situation il se trouve au jour d'aujourd'hui. Pourquoi les choix de Kibali? Pascal Mukwaba explique. Kibali, c'est une entreprise phare au niveau de la province de Haut-Touélé. Nous avions jugé bon de commencer avec lui. C'est toute une série et ce n'est que le début et nous allons continuer avec d'autres. Il a promis de se soumettre en termes de collaboration avec les respects, comme il est fait avec d'autres structures étatiques. Nous prenons acte de toutes ces déclarations. Il faut rappeler que cette réunion intervient après l'itinérance du directeur provincial de l'ARSP, notamment chez Andobi, au poste kilométrique 51 sur la route nationale numéro 25, axe Isiro-Niania, où il a eu à transmettre les orientations du directeur général Miguel Katem ayant la mission de promouvoir la création des millionnaires congolais, selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons enrôlement des électeurs à présent. Dans le Lualaba, Gaston Mouchid Moutonde a obtenu sa nouvelle carte d'électeur. Leader d'opinion, il s'est fait accompagner de quelques militants du parti politique ACD. Les leaders de la grande famille du parti de l'Alliance congolaise des démocrates, parti cher à l'honorable Bonimbangu, conduit par l'honorable Gaston Mouchid Moutonde, se sont fait enrôler le 4e jour du 2e mois de l'an 2023 au centre d'inscription qui symbolise l'amour. Informés de ces gestes patriotiques des leaders de l'ACD, toutes les forces vives se sont amassées au siège du mouvement pour les accompagner au lieu d'enrôlement. L'honorable Gaston Mouchid Moutonde et sa suite ont été escortés par un déferlement des sympathisants en empruntant les grandes artères de sa circonscription électorale. Une démonstration de force sans pareil qui témoigne le fidèle mariage entre la population, les membres du parti et ses leaders. Place, le citoyen Gaston Mouchid Moutonde a rempli son devoir civique et obtient le droit de décider de la destinée de son pays. Très attendu par un public enthousiaste, le maillot jaune aux dernières élections a saisi la balle au bon pour donner le bien fondé de ce geste.
Une sensibilisation qui est tombée dans les oreilles des militants patriotes abeilles qui prônent démocratie, travail et intégrité pour garder le flot de l'étendard toujours plus haut que les autres. Dans le même registre, Rikinzuzi Loya, journaliste à la RTNC, s'est acquitté de son devoir civique. Il sensibilise également la population de la Lukunga, s'enrôler massivement. Regardez. À quelques jours de la clôture de l'identification des électeurs par la CENI dans la première ère opérationnelle, Rikinzuzi Loya, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, accompagné d'une forte délégation de la dynamique Guylaine Yembo et autres jeunes de Lukunga, a organisé une caravane du terrain de la RTNC en passant par l'avenue Mouchi pour chuter à l'Institut Boukama. Avec un seul message, faites-vous enrôler massivement pour le changement, dont prône l'association sans but lucratif d'Eugène au travers l'autoprise en charge et l'amour de la patrie. En prêchant par l'exemple, le communicateur de la DGN, dynamique Guylaine Yembo, qui soutient la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur le bien-être des Congolais, s'est acquitté de son devoir civique. L'enrôlement est une étape déterminante pour l'avenir de la nation, a souligné Rikinzuzi Loya. C'est le dernier virage, une sensibilisation sans appel pour toute personne qui a la nationalité congolaise, pour toute personne qui a la volonté et l'idée de changer la façon de faire les choses dans ce pays, la façon de gouverner, pour développer le Congo et les 145 territoires. Alors, je lance encore un appel pour ce dernier virage à tout le monde de s'enrôler massivement et d'obtenir sa carte d'électeur afin de voter. Un message bien capté par l'assistance. L'ESBEL DGN valorise le capital humain et accompagne le président de la République dans son combat de la lutte contre la corruption. Écho des partis politiques à présent, double cérémonie au front pour un Congo nouveau. Il s'agit de l'installation de la Ligue nationale des jeunes et la présentation des secrétaires fédéraux de Kinshasa. L'autorité morale du FPCN, le député national et professeur Claude Niamugabo, met toutes les batteries en marche en prévision des échéances électorales à venir. Après l'installation de la Ligue des femmes il y a peu, Emani Akilimali prend les commandes de la Ligue nationale des jeunes du Front pour un Congo nouveau. L'événement vend son pesant d'or. Aujourd'hui, le jeune, cette autre catégorie, constituant les 3/4 de la population congolaise, sont honorés. L'autorité morale du FPCN, le député national et professeur Claude Niamugabo Baziboué, est déterminé à faire de ces jeunes partis qui a les vents en poupe l'un des grands partis politiques en RDC en lui dotant des organes qu'il lui faut. Qui veut gagner en RDC travaille essentiellement avec la jeunesse et les femmes. Et c'est pour cela que nous mettons un point d'honneur à la jeunesse de notre pays qui doit jouer un grand rôle non seulement pour les partis mais aussi pour la République. Parce qu'au FPCN, la jeunesse, ce n'est pas le Congo de demain, c'est le Congo déjà d'aujourd'hui. Le Front pour un Congo nouveau qui met ses troupes en ordre de bataille pour une victoire écrasante de ses candidats à tous les niveaux, a également procédé à l'installation des 4 fédérations de la ville de Kinshasa. La capitale de la RDC vibre désormais au rythme du FPCN. Et surtout, nous avons insisté pour que les jeunes s'enrôlent très nombreux afin de donner un second mandat au candidat déjà désigné de notre parti, à savoir le président Félix Tshisekedi, candidat du FPCN. Bien implanté également en province, le FPCN ne cesse d'enregistrer des adhésions massives. Élection 2023, plusieurs quartiers généraux des partis politiques sont en ébullition. L'interfédérale adjointe de l'UNC a sensibilisé sur les questions électorales lors de la cérémonie d'échange de vœux. La tradition de l'échange de vœux a été respectée à l'Union pour la nation congolaise, UNC parti cher à Vital Kamerhe, au siège de l'interfédération de Kinshasa. Une cérémonie organisée sous la supervision de l'interfédérale adjointe de Lukunga, la dynamique femme de terrain, Safi Kandolo,
en présence de plusieurs hauts cadres du parti, notamment la présidente nationale des femmes de l'UNC, Charlotte Makulo, et plusieurs militants de l'UNC. Prenant la parole, Safi Kandolo a premièrement souligné le caractère particulier de cette activité qui se tient en pleine période de l'enrôlement des électeurs dans le cadre du processus électoral en République démocratique du Congo, avant de marteler sur la nécessité pour tout Congolais en âge de voter d'accomplir son devoir civique afin d'élire les dirigeants capables de contribuer au développement du pays. Les messages politiques tozanango mikolo mutu nyonso ayebi ke andimelaka mama Barumbu, andimelaka mama Kitambo, andimelaka fédéral à Kinshasa, il faut akende kozwa carte na ye po bolingo na bino bokolakisa ye na nzela nini boko voter so kozana carte te. Signalons que la cérémonie s'est clôturée avec le partage d'un repas de famille dans une ambiance bon enfant. Et puis, Sephora Mbouyi est descendu dans la commune de Kitambo avec toute l'équipe de la fondation Motouya qui a pour but d'encadrer et de valoriser les filles mères et les jeunes femmes talentueuses. Un moment de connaissance dans la convivialité avec les femmes et jeunes auprès d'elles. Accueillie en toute vibration par les mamans et jeunes filles de la commune de Kitambo, Sephora Mbouyi, présidente de la fondation Motouya, en compagnie de son équipe, est venue conscientiser les genres féminins de ces coins de la capitale en vue de son émancipation. Une rencontre de prise de contact sous les thèmes valorisant la jeunesse féminine et les talents de jeunes femmes. Un échange fructueux entre Sephora Mbouyi et cette nouvelle base féminine de Kitambo, commune à laquelle elle envisage dans un avenir proche réaliser des actions dans divers quartiers. Et je suis venue en fait créer une base et prendre contact avec le maman de mon secteur et entendre le problème qu'elles ont par rapport à notre but en fait de valoriser la jeunesse féminine, parce qu'il y a des jeunes filles qui ont fait des enfants, il y a des jeunes filles mères, il y a des jeunes filles talentueuses, donc voilà, c'est une prise de contact et prochainement je pense revenir avec plus de solutions par rapport à certaines femmes ou à certains cas que je trouverai ici à Kitambo. Jeune femme à plusieurs casquettes, Sephora Mbouyi, présidente de la fondation Motouya et troisième vice-présidente de l'équipe du basket féminin de l'ASV Club, fut également top modèle RDC en 2016 et ambassadrice des produits Black Sheep. Et puis le président du CDDE, Congo Debout pour le développement, a lancé un appel à la cohésion nationale en vue de faire face à l'agression rwandaise. C'était à l'issue de l'installation des comités interfédéraux de ce parti politique. En prélude des élections de décembre prochain, le parti politique Congo Debout pour le développement se prépare. C'est dans ce cadre que le président du C2DE, Pierre Tembele, a installé les comités interfédéraux de toutes les provinces du pays. Occasion pour Emmanuel Kachunga, secrétaire général adjoint du C2DE, de revenir sur le rôle que vont jouer ce nouveau membre installé. Comme nous sommes un parti de masse, il était question que nous puissions investir nos camarades qui n'ont pas été investis. Voilà pourquoi aujourd'hui, il était question que nous puissions les investir pour que chacun de nous se sente à l'aise et travaille pour l'intérêt du parti. De son côté, Pierre Tembele, président du C2DE, insiste sur la cohésion nationale. Cette cohésion nationale consiste en ceci que le peuple congolais doit être tous réunis derrière le chef de l'État. Pourquoi je parle du chef de l'État? C'est la seule autorité au plus haut niveau ou au chevet de la République que le Créateur nous a envoyé. Nous, Congolais, nous avons l'obligation de pouvoir l'accompagner dans sa vision au fin de voir notre cher pays aller de l'avant. Cette activité intervient après la cérémonie de l'investiture de certains cadres qui a eu lieu au mois de janvier dernier à la Foire internationale de Kinshasa. Et puis loin de la RDC, séisme en Asie, le bilan toujours provisoire s'est accentué et dépasse les 2300 morts en Turquie et en Syrie. Touchés par cette catastrophe naturelle, plusieurs pays et organisations internationales s'activent pour apporter soutien à ces deux nations victimes du séisme.
Le bilan toujours provisoire s'est accentué et dépasse les 2300 morts en Turquie et en Syrie. Touchés par cette catastrophe naturelle, plusieurs pays et organisations internationales s'activent pour apporter soutien à ces des nations victimes du séisme. Parmi ces derniers, on voit l'Union européenne qui a activé son mécanisme de protection civile. Des équipes des Pays-Bas et des Roumanie sont déjà en route, selon les commissaires européens à la gestion des crises Janez Lanerzik. Côté français, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'envoi des 139 secouristes de la sécurité civile en Turquie et une trentaine de bénévoles de l'association pompiers de l'urgence internationale basée dans les centres de la France partiront mardi en Turquie. L'Italie compte mettre à disposition ses personnels de la protection civile, a tweeté son chef de la diplomatie Antonio Tajani. L'Espagne a immédiatement mobilisé des effectifs et des drones en partance pour Malatya où se trouve le centre d'aide international, a fait savoir son ministre des Affaires étrangères José Manuel Alvarez sur Twitter. Il s'y est dénoté que cette liste n'est pas exhaustive. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Des nouvelles manifestations contre la force de l'EAC ce lundi à Goma. La population du Nord Kivu reproche à la force régionale d'être en complicité avec le M23 soutenu par le Rwanda. Attaque d'un hélicoptère de la MONUSCO, le gouvernement congolais qui condamne cet acte réitère son appel pressant au Conseil de sécurité pour prendre des sanctions immédiates contre le M23 et leurs alliés rwandais. Séisme en Asie, le bilan toujours provisoire s'est accentué et dépasse les 2300 morts en Turquie et en Syrie. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Bonsoir chez vous. L'actualité reste incontinue.